Elle, c'est Lise. Elle, c'est Sam. Nous sommes Les Transatlantiques. Ici, bienvenue dans notre univers où on va décrypter les conflits, la géopolitique, les tyrans, l'actualité internationale et toutes les secousses du monde. Bienvenue encore. Nous serons sérieuses, mais avec de l'humour. Asseyez-vous, mettez vos ceintures, on y va. Aujourd'hui, un épisode solo exceptionnel pendant que mon binôme Samantha est en déplacement. Ensemble, nous allons plonger dans 75 ans d'histoire du renseignement israélien. Un sujet qui, aujourd'hui, avec les événements au Moyen-Orient qu'on commente beaucoup, est plutôt intéressant à aborder, très approprié, vu leur rôle dans l'actualité. On va passer de ces triomphes spectaculaires à les failles les plus marquantes et regarder bien évidemment et avant tout son rôle central dans les opérations actuelles, peut-être qui ont fini avec ce cessez-le-feu, contre l'Iran. Alors installez-vous confortablement, c'est parti pour un voyage au cœur de l'ombre. Tout d'abord, il ne faut pas oublier que le renseignement est l'arme invisible d'Israël. Quand Israël naît en 1948, il naît dans un environnement hostile. Et rapidement, ce jeune État va comprendre que sa survie dépend de sa capacité à voir avant les autres. On en parle pas mal du fait qu'ils doivent anticiper, à frapper et si nécessaire, avant d'être frappés. Il y a donc 3 piliers qui sont créés. L'Aman en 1949, c'est le renseignement militaire intégré à l'armée. La même année, le Shin Bet, sécurité intérieure. Et en 1951, le Mossad, qui deviendra mondialement connu, célèbre pour ses opérations extérieures et souvent l'objet de maintes fantasmes, à la fois de Hollywood et des autres services de renseignement. Alors dans les années 50, ces services bâtissent leur réputation. Alors, leur force, c'est bien évidemment l'audace, l'ingéniosité, et une obsession que chaque action repose sur le renseignement. Alors, il y a des premiers grands coups, et on va en parler un peu, en commençant bien évidemment en 1960, quand le Mossad retrouve Adolf Eichmann en Argentine. C'est une opération qui demande des mois de filature, d'observation. C'est un homme qui, à l'époque, croyait que tout le monde l'avait oublié. Mais en fait, les agents vont le photographier, vont le suivre, vont l'analyser dans sa routine, dans ses trajets quotidiens. Et un soir, à la descente d'une bus, il est enlevé. Il est exfiltré, déguisé. Et c'est un procès qui va s'ouvrir à Jérusalem, où le passé est ramené devant la justice. Quelques années plus tard, en 1972, quand Munich, les 11 athlètes israéliens sont assassinés, la riposte ne se fait pas attendre. Israël se lance dans ce qui restera dans l'histoire sous le nom de l'opération Colère de Dieu, une traque impitoyable des responsables de Septembre Noir. On a maintes exemples, mais on pense à Ali Hassan Salameh, chef des opérations, très protégé, qui est suivi pendant des mois à Beyrouth. Le Mossad signe un coup magistral. Ils vont traquer chacun au bout du monde, avec des erreurs, comme l'assassinat d'un innocent en 1973. Mais même quand ça prend du temps, chacun va être retrouvé et chacun va être éliminé. Alors, peut-être un des plus marquants, les plus connus, 1976, à Entebbe, à 4000 km de Jérusalem, un raid pour libérer 102 otages détenus par un commando pro-palestinien en Ouganda. Alors le Sayeret Maktal, l'unité d'élite des renseignements militaires, planifie l'assaut avec une minutie diabolique. Cette patience et minutie qui est caractéristique avec ces services de renseignement.
Ils ont des plans récupérés via des entreprises israéliennes qui avaient construit l'aéroport. Donc, ils vont bâtir une réplique du terminal en Israël pour s'entraîner. Ils vont avoir une fausse Mercedes noire pour simuler un convoi officiel. Il y a 30 minutes d'assaut. Les otages sont libres. Le monde retient son souffle. Il y a un seul, évidemment, qui perd sa vie malheureusement. Le frère du futur Premier ministre, Yoni Netanyahou, qui devient héros de l'État d'Israël. Alors plus récemment, en 2010, les renseignements vont changer d'air. On rentre dans l'ère de la tech, on rentre dans l'ère des cyberattaques. Et le Mossad, avec les Américains, avec la NSA, conçoit Stuxnet, un virus informatique qui va saboter les centrifuges iraniennes à Natanz. On en a parlé encore cette semaine par les frappes. Il y a 1000 machines qui sont hors d'usage. Des années de retard infligés à distance au programme nucléaire iranien. Donc sans frappe aérienne, juste des lignes de code. C'est aussi ça, cette arme invisible. Et pourtant, et là, ça nous mène à une époque beaucoup plus proche. Le 7 octobre 2023, on se rend compte que même les meilleurs ont leurs angles morts. Le 7 octobre, Israël fait la meilleure expérience, paix avec le sang quand le Hamas attaque. Près de 3000 militants, des civils également, franchissent la frontière en quelques heures. Des viols, des massacres, des prises d'otages qui continuent aujourd'hui, avec encore 50 otages retenus. C'est un échec stratégique comme c'est un événement qui est une deuil nationale, qui a marqué les esprits, mais qui a aussi marqué ses services de renseignement. Alors que la question de l'origine de cet échec est peut-être l'une des plus grandes questions aujourd'hui en Israël, sans bien évidemment un comité pour étudier la question. Alors, il y a eu en interne, mais un comité indépendant. On va juste évoquer quelques aspects, mais bien évidemment, c'est une question qui doit encore être creusée. Mais un des aspects, c'est cet excès de confiance dans la technologie, ce qu'on appelle le SIGINT, c'est-à-dire l'intelligence par les signaux ou le renseignement par les signaux. Les radars, les satellites, les interceptions audio, tout ce qu'Israël avait construit aussi à la frontière qui était avec Gaza, qui était censé prévenir des activités de l'autre côté. Alors, ces outils renvoient des données en continu, mais malheureusement ne voient pas ce qui est caché, ce qui se prépare dans le secret. Et ça, le Hamas l'avait compris. Il s'est mis à communiquer au radar, pas de communication par téléphone, pas de SMS, à privilégier les échanges en tête-à-tête, même des petits bouts de papier par messager, à limiter surtout l'usage des téléphones et des radios. Ils avaient compris que le Mossad, que les Israéliens, que tous les renseignements étaient très forts là-dedans. Et ils ont su se rendre invisibles dans un paysage pensé pour tout capter. On se souvient par exemple de Pegasus qui pouvait capter sur les téléphones, pas qui peut capter sur les téléphones même à cet état. Et pourtant, il y avait quand même quelques signaux. On se souvient des soldates observatrices qui étaient postées à la frontière, des jeunes femmes de Tzal qui ont payé le prix lourd, qui avaient réparé des mouvements suspects, des attitudes inhabituelles, qui avaient quand même rendu compte à leurs supérieurs des gestes atypiques, mais malgré les alertes, les officiers avaient qualifié ça plutôt de routine et avaient ignoré. Et depuis, bien évidemment, on sait que les responsables des renseignements et les responsables militaires ont reconnu avoir des torts, des responsabilités dans le fait que le Hamas a pu traverser la frontière. Mais revenons à cette question de renseignement, Israël se retrouve face à un constat brutal. Les renseignements humains, ce qu'on appelle plus communément le HUMINT, a été sacrifié. Cet œil humain, la présence humaine qui seule permet vraiment de capter l'invisible derrière l'écran. Ça a été délaissé. En tout cas, de ce côté de Gaza. Mais très rapidement, on va voir le retour de ces fameux renseignements humains. En quelque sorte, la riposte est massive. Et c'est là que Israël relance des opérations qui sont des opérations de longue durée, mais des renseignements humains.
il ressuscite cet outil discret, notamment à travers l'opération des beepers. Alors, on se rappelle quand même ce que c'est des beepers, des appareils de télécommunication modifiés, plutôt des appareils de nos jours qui sont plutôt des appareils de dealers, aussi quelques talkie-walkie, cachant des petits explosifs, tout petits. Ils se sont infiltrés même dans le réseau logistique du Hezbollah. Ils se sont créés une entreprise à l'étranger pour fabriquer et puis pour revendre au Hezbollah ces engins. Et en 2024, le déclenchement, les beepers vont exploser. Des dizaines de cadres du Hezbollah tués, des milliers blessés. Les réseaux de communication est paralysé. L'organisation vacille sous le poids du doute. Car maintenant, on ne sait plus si ce qu'on utilise pour communiquer, le beeper, le téléphone qu'on a sur nous, le talkie-walkie, est un piège ou pas. Alors, un mois plus tard, on va voir aussi le chef suprême, Hassan Nasrallah, qui tombe. Un strike aérien israélien sur son bunker situé dans le quartier de Daïe, à Beyrouth. Et ça détruit l'édifice, tandis qu'il y a une réunion. Plus de 80 bombes de précision lâchées en quelques secondes depuis les F-15, son 19e escadron, ont ciblé cette tête du Hezbollah, précisément marquée par le renseignement. On apprend plus tard que Nasrallah est mort sous les décombres, mais on se rend compte à quel point il fallait savoir où il était Nasrallah, vérifier qu'il était là à un moment précis, qu'il y restait suffisamment longtemps pour qu'on puisse frapper le bâtiment. Et puis, bien évidemment, vérifier par la suite. Donc, on sait à quel point que les renseignements sont essentiels pour décapiter ses ennemis et ses groupes terroristes. Mais la vengeance va monter un cran quand même. La guerre contre le Hamas va aussi prendre une nouvelle tournure à l'été 2024, quand Ismaël Haniyeh, le chef politique du Hamas, celui qui était dans les hôtels 5 étoiles au Qatar, il se trouve à Téhéran. Il se trouve à Téhéran parce que vous vous souvenez, il y a l'investiture du président iranien, le nouveau, parce que l'ancien est tombé dans un accident d'hélicoptère. Alors, il est logé dans un complexe protégé par le corps, la gardienne de la révolution iranienne. Israël déclenche une attaque depuis l'intérieur. Selon les enquêtes qu'on connaît, un explosif dissimulé dans son appartement sous conception du Mossad est activé à distance. Le résultat, bien évidemment, est qu'Haniyeh est tué vers 2 heures du matin, ainsi qu'avec un de ses gardes du corps. Alors, le Hamas part d'une raid de l'État sioniste, et c'est le ministre de la Défense lui-même qui va confirmer un succès opérationnel 2 jours plus tard. Avec ces axes, Israël transforme un fiasco en revanche stratégique. Le retour de cet renseignement humain avec les beepers, les précisions chirurgicales des strikes relais au sol, la coordination humide, SIGID, donc être humain et les réseaux et le digital, tout converge pour se renforcer face aux échecs précédents. Et l'élimination du Haniyeh, qui ne tombe pas à Gaza en se battant, qui ne tombe pas à Qatar avec une assassination sur place, mais qui tombe à Téhéran dans un appartement du régime, n'est pas un acte improvisé. C'est un signal. Le Mossad est là, déjà sur place. Il venait d'ouvrir la voie, en réalité, à ce qu'on a vu ces derniers jours. Au Rising Lion, à l'opération Le Lion Levant, ce plan massif qui entamera la guerre plus visible. Cette victoire silencieuse ouvre la porte au cœur du conflit actuel et ouvre la porte aussi en interne en Iran aux suspicions du nombreux agents du Mossad qui ont dû être infiltrés. À l'époque, le régime iranien parlait éventuellement de milliers. Donc, regardons cette pièce maîtresse maintenant. Cette opération Rising Lion, c'est pas qu'une frappe militaire. Même si on a beaucoup parlé des bombes, notamment des bombes américaines, les GBU-57, c'est le couronnement de décennies de présence clandestine du Mossad en Iran. Une structure invisible qui a permis de déclencher ce qui restera comme l'opération peut-être la plus aboutie jamais menée
sur ces territoires, à des milliers de kilomètres quand même d'Israël. Alors, regardons cette infiltration de longue haleine. Tout d'abord, cette opération de micro-drone introduit invisiblement. Le Mossad a acheminé drone par drone des centaines de micro-drones dans des valises, dans des camions, dans des containers, dès le début, probablement en 2024. Ces drones, d'un coût inférieur à 1 000 €, sont équipés pour neutraliser les radars et les batteries solaires. Ils vont prendre les pièces, les assembler sur place, dans une base secrète près de Téhéran. Alors, plusieurs médias, et même en Iran, on a vu des vidéos, révèlent une base de lancement cachée, rendue opérationnelle par des agents sous couverture technique, permettant, pour le coup, un accès direct à l'espace aérien iranien. Ils vont pouvoir poser des balises, des capteurs autour de Fordo, Natanz, Isfahan, comme au cas où il y aura des mises à jour, au cas où il y a des consignes. Et ça va permettre, dans un premier temps aussi, de démanteler, de neutraliser les défenses. Le 13 juin, 4 heures du matin, ce qu'on décrit comme des drones contrôlés, des drones suicidaires depuis un réseau intégré, va permettre une suppression rapide des défenses. Des batteries SAM, des missiles sol-sol, des radars, tout ce qui pourrait riposter contre toute frappe israélienne et aussi, bien sûr, toucher le sol israélien. On va voir aussi des missiles anti-chars déployés à l'intérieur. On a eu des confirmations de la présence en Iran de systèmes Spike, notamment surveillant précisément les installations stratégiques. Ce travail minutieux, sur de longue durée, avec beaucoup de patience, va rendre possible ce que les Iraniens n'avaient jamais pensé voir leur propre défense frapper de l'intérieur. Et c'est très important parce que les frappes américaines et les frappes israéliennes qu'on commente beaucoup à la télé, en fait, ils vont être issus de ce renseignement. Ils vont pouvoir frapper avec les GBU 57 sur Fordo, sur Natanz, des bombes très ciblées. On voit que cette opération est coordonnée avec Israël, bien évidemment. Les cibles ont été validées grâce aux informations fournies par le Mossad. En dehors de ces frappes israéliennes sur les lanceurs de missiles, sur les usines de drones et de missiles balistiques, sur les missiles balistiques eux-mêmes, il y a aussi un aspect très important, c'est ces éliminations ciblées. En quelque sorte, une tentative en tout cas de décapitation du régime, à la fois des scientifiques et des militaires. On a vu à l'état-major, Bagheri, 9 sur 13 plutôt, scientifiques, qui sont éliminés dans cette vague, y compris le chef de gardien de la Révolution, Salami, et d'autres membres du commandement très haut placés et très importants. Alors, on a vu les médias, notamment au Royaume-Uni, le Guardian, qui rapportent aussi en simultané une campagne psychologique menée par les renseignements israéliens, des appels téléphoniques avertissant plus de 20 généraux de fuir sous peine d'assassinat, fuir avec leurs femmes, leurs enfants, en les menaçant. Ils auraient même les audios pour en parler. Donc, toutes ces émissions reposent sur un ciblage prémédité. C'est pas un client au hasard, dans un endroit au hasard. C'est des hommes marqués des mois à l'avance, où on sait où sont leurs chambres à coucher, où on sait aux minutes où ils sont dans une réunion, ils ont provoqué une réunion pour que certains soient au même endroit. C'est vraiment de la minutie en termes de renseignement. Et les conséquences sont très importantes. Les conséquences pour l'Iran, notamment, qui est sur le qui-vive. D'abord parce que les défenses aériennes sont anéanties, les missiles neutralisés, les sites nucléaires sont très abîmés, mais aussi parce que le commandement est en déroute. Alors on a vu ces dernières heures un cessez-le-feu plus ou moins mis en place, en tout cas par les Américains, avec une situation qui est loin d'être stabilisée, et je le signale, c'est très important. Mais ce qui reste, c'est ce réseau du Mossad en Iran. Alors que même le régime cherche à l'éradiquer, c'est une ligne de front silencieuse. Et toute cessez-le-feu ne va certainement pas enlever au moins une partie de ce réseau. Donc ce qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, c'est le renseignement
bien plus que l'aviation qui déterminera le prochain chapitre de cette guerre. Parce que si ils arrêtent de frapper, ils vont pas arrêter d'espionner. Et donc une guerre dont l'ombre d'une cessez-le-feu très fragile. Alors, cette opération Rising Lion nous montre qu'aujourd'hui, le renseignement n'est plus une phase pré-opération, mais le cœur de la guerre. Ce ressort du Mossad en Iran est peut-être aujourd'hui la chose la plus dangereuse pour le régime. Et la ligne de front qui ne s'éteindra jamais, même pas sous le cessez-le-feu. Et c'est peut-être ça aussi qui est le plus dangereux pour le peuple iranien aujourd'hui, c'est que le régime va essayer de trouver les espions et va certainement être très répressif. En tout cas, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. On se retrouve avec Samantha la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. C'était un épisode des Transatlantiques, un podcast original d'Elisabeth Shepard-Selam et Samantha de Bendern. Suivez-nous sur votre application podcast préférée, comme ça nous pourrons continuer à vous apporter nos éclairages, un peu d'humour et surtout un peu d'espoir dans un monde tourmenté. Au revoir.